Nous sommes à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. C'est ici qu'Ecofin Télévision s'installe momentanément pour vous produire cette émission Les Dossiers. Et aujourd'hui, nous sommes ici sur la place du Square, en face justement du bâtiment du 30 juin, le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Quoi de plus normal que d'évoquer la marche de cette province et surtout de ses finances. Nous en parlons aujourd'hui avec Maître Aubin Kassongo, acteur politique. Bienvenue. Merci beaucoup à M. Patrick Lumbala. Je voudrais saluer les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde, mais surtout vous souhaiter la bienvenue au Katanga, chez vous, chez nous. C'est toujours un plaisir, un grand honneur pour nous de vous recevoir sur les sols katangais. Et je pense que nous allons pouvoir parler des choses qui terrassent la province, évidemment, parce que nous avons des choses à dire. Mais surtout, je voudrais vous remercier pour votre humilité. Vous constatez que nous faisons cette émission devant le bâtiment du 30 juin, alors que c'est une émission qui devrait se produire à l'hôtel Caravia, Grand Caravia, pour le monde Grand Caravia. Donc, merci d'avoir accepté notre demande. C'est une forme d'humilité. Nous avons voulu que ça se passe ainsi. Et pour évoquer en tout cas des choses qui ont trait à l'intérêt général, nous n'hésiterons pas à le faire. Alors, on va commencer par cette petite question. Vous êtes acteur politique évoluant principalement, je sais que vous êtes aussi, vous avez un caractère national, mais vous êtes beaucoup plus ici dans la province du Haut-Katanga. Comment se porte cette province aujourd'hui? Aujourd'hui, la province du Haut-Katanga va mal, très mal, et même plus mal qu'avant. Expliquez. Parce que hier, nous avions une province où la vie ne coûtait pas cher au peuple haut-katangais, où la farine coûtait moins de 10 $. Aujourd'hui, la farine se vend à plus de 40 $. Hier, nous avions des infrastructures au niveau de la province. Aujourd'hui, on n'en a presque pas. Je vous donne par exemple l'exemple de la ville de Likasi. Cette ville est aujourd'hui comparable à une carrière. C'est même bien plus qu'une carrière. Nous étions autrefois dans une province où il y avait la calmie, où il n'y avait pas l'insécurité. Aujourd'hui, quand on dort, c'est la perte totale dans les chefs de toute la population haut-katangaise. Et donc, tout cela s'entremêle et fait en sorte que nous puissions conclure qu'aujourd'hui, la province va mal, très mal, et même plus mal qu'avant. À quoi peut être dû? On va commencer sur les plans, avant d'en arriver justement aux questions liées à l'économie notamment et aux finances de la province. L'insécurité, vous l'avez évoqué dans vos dires. À quoi est due cette situation? On sait quand même que ça persiste depuis un bon bout de temps. Justement, cela est dû à cause de l'absence de l'État. Il y a une défaillance monumentale de l'autorité provinciale ici chez nous dans les Haut-Katanga. Et c'est ça des choses que nous dénonçons. Il est inacceptable que l'État soit absent sur des questions sensibles comme celle-là. Parce que vous savez, s'il faut même rentrer dans la mission régalienne de l'État, c'est d'abord la sécurité de la personne ainsi que leurs biens. Mais finalement, nous vivons dans une province où ça va mal, où quand vous dormez, finalement, vous vous dites est-ce qu'on va se réveiller sain et sauf. Et ça, la population aujourd'hui est pratiquement dans un impasse total. Et la population doit ou devra carrément se prendre en charge parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a carrément l'absence de l'État au niveau de la province du Haut-Katanga, surtout sur le plan de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'insécurité généralisée. On tue nos frères et sœurs, on les met dans des sacs. Et au lieu que l'autorité provinciale puisse prendre des mesures nécessaires, il se délecte pour accuser les opposants, les ceci. Et ça, ce sont des choses qui font en sorte que nous puissions conclure qu'il y a l'absence de l'État. Parce qu'on ne peut pas être dirigeant, mais en même temps plaintif. Vous n'êtes pas dans l'opposition, vous êtes à la commande. Vous avez les manettes. Vous avez l'obligation et même la possibilité de gérer la chose publique, de sécuriser la population, parce que nous sommes en démocratie. C'est d'ailleurs grâce à cette population qui avait fait en sorte que toutes celles et ceux qui sont, que ce soit à l'Assemblée provinciale ou au gouvernorat, qu'ils sont là où ils sont. Et donc, nous estimons que ce peuple mérite respect, considération et il doit être sécurisé. Et si l'autorité provinciale ne veut pas sécuriser la population congolaise, c'est que celle-ci, la population haut-katangaise, c'est que celle-ci devra se prendre en charge pour se libérer des incompétents. Parce que nous avons des incompétents dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes devant le siège de l'Assemblée provinciale, je l'ai évoqué dans l'entame de l'émission. Selon vous,
entre l'exécutif et le législatif, qui est l'Assemblée provinciale justement, à qui revient la faute? Qui ne fait pas bien son travail pour que l'on puisse se retrouver dans toute cette situation embarrassante? Les deux. Il y a une forme de complicité. Parce que nous avons l'exécutif qui gère la province au quotidien et nous avons le législatif qui a les droits et même le pouvoir de contrôler celui-ci. Mais dès lors qu'il y a une certaine neutralité dans les chefs des législatifs, de nos députés provinciaux, qu'est-ce qu'on va conclure? Parce que Desmond Tutu de l'Afrique du Sud disait toujours que si vous êtes neutre face à une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur. Car la neutralité profite de l'oppresseur, jamais la victime. Et donc aujourd'hui, vous êtes député. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a presque plus de routes, c'est que vous avez la responsabilité, vous avez la possibilité d'interpeller les ministres sectoriels et même les gouverneurs de province. Dès lors que vous ne le faites pas, c'est que vous avez choisi d'être du côté de celui que la population qualifie de l'oppresseur. Et on voit, ce sont des choses, oui, depuis un temps. Depuis un temps, on n'a jamais vu d'interpellation. Il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de motion, il n'y a pas de questions orales avec débat. Pourtant, ce sont des notions, ce sont des situations qui sont prévues par la loi, qui donnent cette possibilité à nos députés provinciaux d'interpeller soit par une motion, soit par une question orale avec débat à un ministre sectoriel, pour qu'ils viennent répondre. Par exemple, j'ai évoqué la question de l'insécurité. Il faut faire venir le ministre de l'Intérieur. Et si vous estimez qu'il n'est pas à la hauteur, c'est que vous connaissez ce qui est prévu par la loi. Et ça, les députés ne le font pas. Voilà pourquoi j'accuse tous les députés provinciaux de la province du Haut-Katanga. Ils sont complices. Il y a cette complicité entre celui que nous qualifions d'incompétent qui est à la tête de la province, ainsi que les législatifs provinciaux que nous avons. Tout à fait. Et aujourd'hui, je sais que nous sommes dans la province du Haut-Katanga. C'est une province réputée minière et par conséquent, elle bénéficie, ces entités territoriales décentralisées, les communes notamment, bénéficient des redevances minières, mais on voit que la situation sociale dans la population ne s'améliore toujours pas. On a l'impression que les redevances minières que toutes ces grandes entreprises minières versent sont affectées simplement à la construction des bâtiments administratifs et la population n'en bénéficie pas. Justement, lorsque vous lisez flegmatiquement les codes miniers que nous avons, de 2018, du 18 mars 2018, c'est un code qui profite véritablement au peuple congolais. Tout à fait. Aujourd'hui, ça va faire 5 ans, jour pour jour, que ce code a été adapté. On peut bien se poser si le code minier de 2018 est-il une aubaine ou un leurre pour la population congolaise. À ce propos, la réponse, c'est que c'est une véritable aubaine pour le peuple congolais. Mais le contraste, c'est que nous sommes dans une province essentiellement minière, avec beaucoup de richesses, mais cette richesse ne profite malheureusement pas à la population. Cette population qui est payée en monnaie de singe parce qu'il y a parfois, l'environnement est pollué, il y a de la pollution, mais les minerais, la richesse ne profite vraiment pas à la population congolaise. Et aujourd'hui, la province du Haut-Katanga semble être prise en otage par un groupe d'individus, des incompétents, qui fait voir à la population que rien ne peut leur arriver simplement parce qu'ils bénéficient du soutien de Kinshasa, parce qu'ils sont dans leur sucrerie, ce qu'on appelle abusivement l'union sacrée. Moi, je qualifie ça d'une sucrerie, parce que seuls ceux qui y sont ne font que suivre les cycles qui y sont. Voyez-vous? Et donc, pour revenir à la question du départ, il faut absolument que le peuple se prenne en charge. Parce que la redevance minière ne profite pas au peuple et même aux agents. Je peux vous faire une révélation. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 mois que les agents du gouvernorat du Haut-Katanga ne sont pas payés. Où va l'argent de la redevance minière? Oui, 4 mois. Où est l'IGF? Nous voulons que l'IGF vienne aussi inspecter au niveau du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Mais l'IGF fait son travail, des révélations peuvent être faites, mais c'est au niveau de la justice qu'il y a généralement des problèmes. Justement, nous avons toujours, personnellement, nous sommes de l'opposition, mais il faut louer le travail de M. Alinguete, ensemble avec l'inspection générale des finances. C'est un travail de titan, c'est un véritable héros ce monsieur-là. Mais il faut aussi laisser l'indépendance au niveau de la justice. La question fondamentale, c'est celle de savoir est-ce que la justice est indépendante. Ce qu'on a vu dans ces pays, l'IGF a dénoncé dans des détournements comme la situation de
des fonds destinés à la gestion de Covid, par exemple. Mais puisque le ministre tenu à cette époque, ministre de Santé, était de l'UDPS, c'est que le dossier a été classé sans suite. Il a été arrêté de manière fallacieuse et libéré par la suite. Et ça, ce sont des choses que nous condamnons. Mais ce que nous condamnons de plus, c'est que celles et ceux qui détournent ne sont pas arrêtés par la justice. Mais ceux qui s'expriment sur pied de l'article 26 de la Constitution sont vite émoussés par la justice. Pensez-vous qu'on peut parler de la démocratie sans liberté d'expression? Je dis non. C'est qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit et je vais le répéter, la justice ne doit pas choisir sur qui mettre sa main. Elle doit simplement mettre sa main sur tout celui qui se voit coupable aux yeux de la loi. Et donc, il faut que la justice, plutôt que l'IGF, fasse son travail au niveau du gouvernorat du Haut-Katanga. Et que s'il y a des révélations faites, que les responsabilités des uns et des autres soient établies pour que la justice fasse son travail en toute indépendance, comme le veut la loi et même la Constitution de la République. Et donc aujourd'hui, au vu de la situation des finances publiques dans la province du Haut-Katanga, il y a nécessité d'une intervention de l'IGF. Absolument, il y a intervention de l'IGF parce que la gestion de la province est opaque. Les fonds de l'État profitent aux individus. On est là en train de redynamiser les activités des partis qui sont nouvellement créés au détriment des intérêts supérieurs de la population, de l'intérêt général. Et donc aujourd'hui, je peux même conclure en disant qu'en province, nous n'avons pas un gouverneur, nous avons un véritable despote. M. Kaboula a déjà montré à la population son incompétence, ses limites, ses insuffisances dans la façon de gérer la province du Haut-Katanga. Et donc il faut que l'IGF vienne vite l'arrêter, sinon la province va continuer toujours à saigner. Et donc c'est ici pour nous une occasion de dénoncer ce qui se passe dans la province, d'en appeler à la sagesse de l'IGF pour faire des révélations afin que les responsabilités des uns et des autres soient établies. Justement, vous avez évoqué les 4 mois des agents du gouvernorat, notamment, oui, qui ne sont pas payés. Absolument, absolument. Est-ce que c'est vérifiable? Oui, mais c'est vérifiable. Vous avez eu des témoignages de ces agents? J'ai eu des témoignages. Vous savez, M. Patrick, moi, à un moment, les gens ne comprennent pas. Ce que je dis, ça ne vient pas toujours de moi. Je ne suis que la voix des sans-voix. Je parle au nom de celles et ceux qui ne peuvent pas parler. Ces agents qui sont au gouvernorat, s'ils osent simplement dénoncer, on va les virer. C'est ça les méthodes, nous connaissons. Et donc, ils ne peuvent que se confier entre les mains de gens comme nous, parce que nous ne sommes que la voix des sans-voix. Nous sommes prêts à mourir pour ce pays. Et donc, je ne me vois pas interdire de clamer tout haut mes convictions par peur de représailles ou d'en subir les conséquences. Non, j'assume et je répète encore en disant que ça fait plus de 4 mois que les agents du gouvernorat ne sont pas payés. Il faut que l'IGF contrôle où va l'argent de l'État, parce que des questions qui touchent à la sensibilité de la population haut-katangaise ne sont pas résolues. Aujourd'hui, la farine coûte énormément cher. Nous avons la vie chère dans la province du Haut-Katanga. Nous avons l'insécurité généralisée partout sur toute l'étendue de la province. Et il y a un problème des infrastructures. L'ICASI est devenu plus qu'une carrière. Où va l'argent de l'État? Où va l'argent de la redevance minière? Où va l'argent des autres taxes? Nous avons des payages. Nous avons des véhicules. Nous payons des taxes chaque jour. Et donc, on se demande, on se pose la question, où va tout cet argent-là? Parce que le vécu du peuple haut-katangais n'a pas changé. Et il y a plutôt de problèmes qui s'accentuent du jour au jour. Vous parlez du vécu, on a récemment connu un problème sérieux lié à la desserte en produits vivriers, notamment le maïs, la farine de maïs qui provient généralement de la Zambie. Depuis Kinshasa, nous avons entendu que le prix du sac de Bunga, généralement, est allé jusqu'à 100 000 francs congolais. Et aujourd'hui, moi, je viens de faire un tour au marché Mimboulou, non loin d'ici. C'est pratiquement dans certains dépôts 40 000, 46 000 francs. C'est quand même des efforts à mettre à l'actif du gouvernement provincial, ça. Non, je ne pense pas que ce soit des efforts. Vous savez la situation que nous vivons. Je vous ai dit que la farine ici dans la province du Haut-Katanga se vendait à moins de 10 $, ou tout au plus à 10 $. Et c'est que la population est en train de traverser. C'est à cause de l'incompétence de M. Jacques Kaboula. C'est un incompétent, il a déjà montré ses limites. C'est que des choses comme ça ne devraient pas se produire s'il n'avait pas fait sa politique de complaisance. Il nous a présenté ce qu'il appelle la subvention aux agriculteurs. C'est que
Cette C'est un subvention, programme très ambitieux. Je me rappelle, c'était lorsqu'il venait encore d'être élu ce n'était gouverneur. pas un programme ambitieux, c'était plutôt un programme prétentieux. Au lieu d'avoir un programme ambitieux, le monsieur nous présente un programme prétentieux. Et en vedette, en faisant de photos, en faisant voir au monde entier qu'il avait ce programme. Aujourd'hui, il y a quand même des agriculteurs qui rétrocèdent à la province. Oui, mais voilà pourquoi je parlais de la complaisance. Ça aide également à renflouer le marché, d'où la baisse du Mais prix sur le marché. ça n'a pas résolu la question. Nous ne sommes pas dans une panacée. Vous-même, vous dites que vous avez posé la question. Et je suis même sûr que s'il y a une farine qui se vend à 40 000 francs, c'est peut-être d'une très mauvaise qualité. Parce que moi, pas plus tard que la semaine passée, je payais un sac à 75 000 francs. Je ne sais pas où vous avez vu à 40 000. Je respecte cela. Et même si c'est à 40 000, c'est toujours beaucoup. 40 000, ça avoisine 20 $ ou 19 $. Et ça, c'est beaucoup. La farine se vendait à moins ou à 10 $ dans la province. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est inacceptable. Nous devons avoir des dirigeants qui sont capables de faire recours aux autres pour la gestion du pays. Vous savez, lorsque la situation s'est empirée, M. Jacques Kaboula se permet, alors que la population est en train de souffrir ici, d'aller à Kinshasa, soit disant qu'il va chercher des solutions pour résoudre la question de la farine. Mais en réalité, c'était faux. Il était parti négocier l'alignement de son parti politique qui a été récemment créé lors de la sortie officielle de l'Union sacrée. Alors ça reste encore, c'est vous qui l'affirmez. Mais c'est vrai, il a publié des photos, c'est vérifiable et je m'assume. Je le dis sans embâche. Et encore plus loin, il se permet de voyager pour aller au Brésil, en Afrique du Sud, chercher les gazons pour le stade Kibasa pendant que la population était en train de souffrir de faim. Et vous pensez que nous avons un gouverneur responsable? Pendant que la population est en train de souffrir, lui se permet d'aller négocier les gazons pour le stade Kibasa. Non, ça ce sont des choses que nous devons dénoncer parce que lorsque ça brille, lorsqu'il y a des questions primaires, vous avez l'obligation de résoudre cela au lieu de vous délecter, de chercher comment organiser vos activités de votre parti politique pour qu'il soit aligné dans votre sucrerie. Et ça, nous dénonçons et nous estimons que la province mérite mieux. La province mérite mieux. Ouais. Sur le plan des infrastructures, vous l'avez évoqué également. Vous avez évoqué le cas de la ville de Likasi. Je n'ai pas encore eu le temps de faire un tour là-bas. Mais ici, à Lubumbashi en particulier, il y a plusieurs chantiers qui ont été amorcés à l'arrivée de Jacques Kaboula. Et ces chantiers sont finis aujourd'hui et la circulation est fluide. Lorsqu'on prend par exemple juste derrière moi ici, l'avenue Kasavubu, oui. Vous avez également Kamagnola qui était en chantier il y a quelques années, c'est terminé. Ça quand même c'est des efforts à reconnaître, même si vous êtes opposant, à reconnaître à l'exécutif provincial. Oui, mais justement, je ne sais pas s'il faut lorsque quelqu'un a 1 sur 10 ou 2 sur 10, vous allez dire qu'il est médiocre, vous allez dire qu'il est moyen ou il est excellent. Si il faut côté excellent, moyen, médiocre, Jacques Kaboula était médiocre. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il est élu gouverneur de province. Parler des individus, parler plutôt de son gouvernement parce qu'il n'est pas quand même seul. Non, vous savez, le gouvernement c'est un organe collégial. Ils exécutent un programme, une vision qui est définie par son chef qui est le gouverneur de province. Donc moi ici, je ne peux pas m'acharner sur les ministres alors qu'ils ne font qu'exécuter. Il n'existe pas de mauvais troupes. Il n'existe que des mauvais chefs. Et ici, chez nous, nous avons ces messieurs, ces mauvais chefs s'appellent Jacques Kaboula. Pour revenir à votre question, justement, lorsqu'il est élu gouverneur de province, il a initié quelques chantiers. À Likasi, par exemple, il initie, les chantiers sont tout premiers, c'est route Lubumbashi. C'est comme ça que ça s'appelle cette avenue. C'est une avenue de moins de 10 km, moins même de 6 km. Et jusqu'à ce jour, ce chantier n'est jamais terminé. Alors, il vient en disant à la population que je vais construire une route de contournement de 22 km pendant 2 ans. Alors moi, j'essaie un peu de faire réfléchir à la population à cette époque. Je dis, mais ce monsieur ici, si déjà pendant 2 ans, il est incapable de construire une route, une avenue de moins de 6 km, pensez-vous qu'il sera en mesure de construire une route de 22 km, une route de contournement de 22 km dans moins de 2 ans? Et aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans et demi qu'il n'a jamais même commencé les chantiers de la route de contournement. Voyez-vous, et donc, c'est vrai, vous avez cité l'avenue Kasavubu, l'avenue Kamagnola, je peux même en ajouter l'avenue Lumumba, et même le boulevard Kasenga, qu'il avait voulu qualifier, chaussée Laurent Désiré Kabila et chaussée de Kasenga, qu'il avait voulu par flatterie
appelé, si c'est boulevard béton, et la population n'a pas toléré ça. Ouais. Ça s'appelle toujours chaussée de Kassenga. Nous n'aimons pas la flatterie. Et donc ça, ce n'est pas de la panacée. Ce sont des quelques avenues qui ont été construites en y mettant des séparateurs, d'ailleurs dans des routes à dimension minime, vous y trouvez des séparateurs et des lampadaires en triplex ou en bambou. Et chaque fois qu'il y a un moindre vent, une moindre pluie, ces lampadaires tombent par terre. Donc, au lieu de faire la qualité, lui a voulu simplement faire la quantité. Et ça, ce sont des choses que nous dénonçons. D'ailleurs, je voudrais ici en appeler à l'IGF de faire des enquêtes sur la construction de toutes ces avenues avec séparateurs. Les petits séparateurs là de 1 mètre coûtent combien? On a parlé notamment des poteaux sur les séparateurs. Oui, les poteaux aussi. De 50 000 $. Un petit séparateur comme ça, on nous parle de 5 000 $. Alors que ça ne peut même pas coûter plus de 200 $. Voilà pourquoi je vous dis que la gestion dans les Haut-Katanga est opaque. M. Kiaboula est un véritable despote. C'est lui le véritable oppresseur du peuple haut-katangais. Et le peuple doit faire tout pour s'en en débarrasser. C'est un danger pour la population. Vous êtes en train de charger le gouverneur. Oui. Justement, simplement sur quelques actions. Non, sur tout le plan. Je vous ai parlé de l'insécurité généralisée. Des infrastructures. L'ICASI aujourd'hui ressemble à une carrière. Vous savez, il n'est pas le maire de la ville, il est un gouverneur. Et un gouverneur, ce n'est pas les 2-3 avenues que vous avez citées. Un gouverneur, ce n'est pas seulement Lubumbashi. La province du Katanga, 6 territoires. Un gouverneur, c'est aussi l'ICASI, c'est aussi Kasumbalesa, c'est aussi Kipushi, c'est aussi Kamov, c'est aussi Sakanya, c'est aussi Kassenga, et même un peu partout. Et le gouverneur, c'est aussi subvenir aux besoins élémentaires de sa population. C'est ça qu'il ne fait pas. Que M. Kiaboula est en train de faire. Non, c'est ce qu'il ne fait pas. Aujourd'hui, la population est en train de souffrir parce qu'il y a la vie chère. Et vous allez faire, ce sont des choses élémentaires qu'il n'arrive pas à faire. Vous pensez que s'il n'est pas capable de faire des choses élémentaires, va-t-il faire des choses extraordinaires? La réponse est non. Il est simplement là où il y a ses intérêts égoïstes. C'est là où il est. Et il veut se comporter en vedette. Vous l'avez vu ce samedi ou ce dimanche au stade Mazembe, où il y a eu une activité catholique alors qu'il n'est pas catholique. Simplement parce que le monsieur veut se comporter comme une vedette. Il est là où la population ne l'entend pas. Vous pensez que pendant qu'il y a des urgences pour la population, c'est ça que la population attend de lui? La réponse est non. Et donc aujourd'hui, moi je me permets de dire que M. Jacques Kiaboula a carrément montré son incompétence à la population haut-katangaise. D'ailleurs, quand l'ICASI aujourd'hui, je vous ai dit que l'ICASI est devenu plus qu'une carrière. Nous aurons vous savez, un tour là. Oui, on va faire un tour à l'ICASI. Vous savez que c'est grâce à l'ICASI qu'il est ce qu'il est. Il est natif de l'ICASI autant que moi. Également. Oui, il est né et grandi à l'ICASI. Il a fait ses études à l'ICASI. Il a fait même son cycle de graduat à l'université de l'ICASI. Allez voir l'université de Mivuka, le campus de Mivuka, l'université de l'ICASI. Vous allez voir comment ça se présente. Et donc le monsieur a complètement tourné le dos à l'ICASI. C'est comme ça que la ville de l'ICASI l'a totalement vomi. Et je suis sûr que toute la province va le vomir autant que l'ICASI l'a vomi. Il y a quand même aussi une réalité aujourd'hui, c'est que on est en province. Ouais. Et les provinces vivent aussi des rétrocessions qui viennent de Kinshasa. Absolument. Il y a certains chantiers, certains travaux qui dépendent directement du pouvoir de Kinshasa. Absolument. Pourquoi charger seulement M. Kiaboula? Mais est-ce que vous l'avez entendu réclamer? Est-ce qu'il vous a dit qu'il n'y a pas de rétrocession? Il faut qu'il le dise. Moi, je l'ai vu plusieurs fois à Kinshasa, rencontrer notamment le ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur. De l'époque, c'était Daniel Asselo. Non, justement, si vous savez, la province du Haut-Katanga, c'est parmi les provinces minières. Et je peux vous rassurer que même sans la rétrocession de Kinshasa, cette province peut vivre et peut mériter mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai, si de ce côté-là, il n'y a pas la rétrocession, c'est que vous êtes en train d'accuser Kinshasa. Mais moi, je ne l'ai pas vu jusque-là se plaindre en disant que Kinshasa n'a pas fait la rétrocession. Si Kinshasa ne l'a pas fait, c'est qu'il faut se plaindre, il faut saisir des instances compétentes pour que Kinshasa fasse aussi son travail. Mais ici, nous voyons l'autorité qui est là parce que il ne faut pas oublier que la province est une entité territorialement décentralisée qui a une autonomie administrative et financière. Et donc, au-delà de la rétrocession qui doit
qui doit être faite par Kinshasa, c'est que la province, en tant qu'ETD, a cette possibilité de gérer la province. Elle a des recettes. Elle a des recettes, oui, justement. Qui ne vont pas directement à Kinshasa. Oui, qui ne vont pas à Kinshasa. C'est notamment le cas des péages, c'est notamment le cas de la redevance minière, ainsi que d'autres redevances qui sont reconnues officiellement par la province. Et donc, nous estimons qu'au-delà même de la rétrocession, la province du Haut-Katanga peut et mérite mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train d'atterrir, Maître Ben Kassongo. Aujourd'hui, la province du Haut-Katanga, vous avez parlé ici de ce qu'on peut qualifier de malversations financières, mais on sait quand même qu'il y a des édits qui sont votés dans les bâtiments juste derrière vous ici, notamment les édits portant les finances, les budgets de la province, tout simplement. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour notamment influencer cela au niveau de l'Assemblée provinciale? Parce que c'est de là que tout part quand même. Justement, vous savez, je suis un leader de l'opinion, président fédéral d'un parti politique, peut-être que vous ne le savez pas, président des Envols, mais nous essayons toujours, tant soit peu, de contacter même les députés provinciaux pour leur voir ce qui se passe. Je vais vous faire une révélation puisque nous parlons de malversations financières. Dans le budget de la province tel que voté par l'Assemblée provinciale qui est derrière moi, il existe plusieurs rubriques, notamment c'est que chaque agent du gouvernorat a le droit de voyager, je crois, 5 fois par an. Et cet argent, c'est dans le budget. Mais je ne vis aucun agent du gouvernorat voyager pour cela. Et où va cet argent? Où va cet argent? C'est la question que je me pose. Moi également, il faut que l'IGF mène des enquêtes pour qu'on nous dise où va cet argent toutes ces années. Ça va où? À la fin du budget, à la fin de l'exercice budgétaire, il faut qu'on nous dise cet argent va où, parce qu'on interdit parfois même aux ministres de se promener avec leur chargé de mission. Et où va cet argent? Parce que tout est prévu par le budget qui est voté par l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi je vous ai parlé même de cette complicité avec l'Assemblée provinciale. Pourquoi cette Assemblée provinciale n'interpelle-t-il pas les gouverneurs? Pourquoi cette Assemblée provinciale n'interpelle pas les ministres sectoriels? C'est toute la question. Et donc vous comprenez qu'il y a une certaine sorte de complicité, de neutralité, et cela fait en sorte que la population commence même à douter de la représentativité de ces députés qui doivent pourtant être les véritables porte-parole de ces peuples que nous sommes. Maître Ben Kassongo, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici chez vous dans le Haut-Katanga. C'est plutôt moi qui vous remercie. Surtout, je voudrais saluer votre humilité, je dirais même exagérée, d'avoir accepté que l'émission ne se tienne pas à Pullman, Hôtel Grand Caravia, pour qu'elle se passe ici devant les bâtiments du 30 juin. C'est une forme d'humilité que je suis en train de saluer. Et je voudrais simplement exhorter à l'IGF de venir dans la province du Haut-Katanga pour mener des enquêtes, parce que dans la province, il y a une gestion opaque et tout cela fait en sorte que la population puisse souffrir, puisse croupir dans des misères inacceptables, parce qu'aujourd'hui, il y a l'insécurité généralisée, il y a la vie chère et il y a cette forme d'instrumentalisation de la jeunesse et même des communautés mal guidées. Et il faut dès lors que la population se prenne en charge, comme nous recommandait Mousin Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup donc d'avoir accepté cette invitation une fois de plus. Nous sommes arrivés à la fin complète de cette émission. On espère vous retrouver encore dans les prochaines occasions, peut-être à Kinshasa ou peut-être à Likasi, on ne sait jamais. Absolument, M. Patrick. Il faut signaler que j'ai déjà été reçu par vous à Kinshasa. Et donc, ça sera toujours pour moi un plaisir de revenir dans les locaux de COFIN et reparler République. C'est aussi une façon pour nous de servir ces pays que nous aimons tant et que nous essayons de défendre face à ces détracteurs. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis partout en République démocratique du Congo. Nous sommes notamment à Kinshasa. Nous, on reste encore ici dans la province du Haut-Katanga pour continuer avec notre périple.